après l'entrée de la guerre des États-Unis contre l'Iran, en sachant que c'est une entrée davantage cinématographique, car les énormes bombes ont surtout détruit des emplacements vides. Tout cela, juste pour sauver la face d'un Trumpy qui est plus con que toute la somme des MAGA qui continuent à le soutenir mordicus et des Juifs qui peuvent pérorer pour quelques jours de répit. En revanche, l'Iran est plus sérieux, en confirmant le tout premier tir de son missile balistique à moyenne portée, Khaybar, contre Israël. C'est une nouvelle pièce qui s'ajoute à l'arsenal déjà conséquent utilisé par l'Iran pour des frappes réussies sur des cibles israéliennes, et ce depuis qu'Israël a initié les hostilités contre l'Iran le matin du 13 juin. Ce qui distingue le Khaybar, c'est sa charge utile phénoménale, une ogive de 1500 kg. C'est l'une des plus grosses au monde montée sur un missile balistique tactique. Le Khaybar appartient à la famille des missiles Khorramshahr, développés à partir des années 2010. Selon des sources occidentales, leur conception serait étroitement basée sur les technologies du missile nord-coréen Hwasong-10 qui aurait été exporté vers l'Iran aux alentours de 2005, accompagné d'un accord de transfert de technologie. Le Khaybar est donc aussi connu sous le nom de Khorramshahr 4, indiquant qu'il s'agit de la 4e génération de cette lignée. Et ce n'est pas tout. Tenez-vous bien, 2 jours seulement avant le début des hostilités, le 11 juin, une nouvelle variante de ce même missile, encore sans désignation officielle, a été testée avec une ogive encore plus massive, de 2000 kg. Cette première utilisation au combat du Khaybar contre Israël fait suite à l'emploi d'un missile de la même famille en janvier 2024. À l'époque, il avait servi à frapper des militants djihadistes soutenus par la Turquie dans le gouvernorat d'Idlib en Syrie, après que ceux-ci eurent perpétré une attaque terroriste contre des civils en Iran. Cette frappe avait été perçue comme une démonstration de force, adressée à la fois à la Turquie et à Israël, 2 États ayant collaboré étroitement pendant plus d'une décennie pour soutenir les insurgés djihadistes contre le gouvernement syrien, un partenaire stratégique clé de l'Iran. Aujourd'hui, le 22 juin, les images de dévastation à travers Israël se multiplient, alors que les attaques de missiles iraniens s'intensifient. Plus inquiétant encore, des rapports font état d'attaques lancées sans déclencher les alertes précoces israéliennes. Les sirènes ne retendraient qu'après l'impact des missiles. Cela alimente de nombreuses spéculations sur les types de missiles employés, plusieurs sources indiquant que des missiles à moyenne portée dotés de véhicules de rentrée multiples auraient commencé à être utilisés. Les défenses aériennes israéliennes peinent de plus en plus, confrontées à la fois à l'épuisement de leur stock d'intercepteurs et à leur incapacité à cibler les classes de missiles iraniens les plus sophistiquées et parfois même les plus basiques. Car bien que dérivé du Hwasong-10, un missile relativement simple selon les normes actuelles et qui n'est plus produit en Corée du Nord depuis longtemps, le Khaybar n'est pas l'engin le plus avancé de l'arsenal iranien. En effet, l'Iro possède des armes bien plus redoutables comme le missile Fatah, équipé d'un planeur hypersonique. Il a connu son baptême du feu le 18 juin et est actuellement considéré comme l'un des missiles balistiques tactiques les plus performants au monde grâce à ses capacités de pénétration avancées. On pense qu'il aurait bénéficié de transferts de technologie du programme de missiles hypersoniques nord-coréen Hwasong-8. Contrairement au Fatah, qui utilise du pergol solide, ce qui permet de le stocker plein et de le lancer rapidement, le Khaybar est un missile à propergol liquide. Cela signifie qu'il ne peut pas être stocké avec son carburant et nécessite donc plus de temps de préparation avant le lancement. Cependant, il est estimé qu'il coûte considérablement moins cher que des missiles comme le Fatah. Les deux ont donc des forces complémentaires. Le Khaybar offre un moyen moins cher de délivrer une charge utile plus importante, tandis que le Fatah assure une bien meilleure capacité de survie face aux interceptions. Et comme si la situation n'était pas assez explosive, une autre menace se profile, potentiellement cataclysmique pour l'économie mondiale. L'Iran évalue sérieusement de bloquer le détroit d'Ormuz. Le Parlement iranien a déjà voté en faveur de cette mesure, bien que la décision finale appartienne au Conseil suprême de la Révolution. Pourquoi c'est si crucial? Parce que 20% des hydrocarbures mondiaux transitent par ce détroit. Un blocage total provoquerait une crise économique mondiale d'une ampleur inédite. L'Iran pourrait opter pour un blocage modulaire, interdire le passage aux navires occidentaux, mais laisser passer les navires russes, chinois ou encore malaisiens. Une stratégie pour cibler ses adversaires, tout en maintenant certains flux. Au bout de 6 mois de présidence, Trump a tenté de faire plier la Chine. Celle-ci lui a mis une déculottée dont il se souviendra longtemps. Il a autorisé le génocide à Gaza, mais les Palestiniens sont toujours là et il veut maintenant s'attaquer à l'Iran. Dis donc, les MAGA hardcore,
quand est-ce qu'il va s'occuper des problèmes d'un truc appelé États-Unis? Parce que bon, il est quand même le président de ce truc, et ce n'est pas comme si la société américaine n'était pas en effondrement total. Mais le soutien de Trump justifie sa réputation d'illettré et d'adepte de secte. Du moment que son Trumpy déporte les migrants dans des camps de concentration au Salvador, qu'il se moque du LGBTisme, il peut mettre le monde à feu et à sang, ce n'est pas un souci. Et je vous le dis, ce n'est que le début. À bientôt pour des nouvelles d'un monde au bord de l'abîme.